Alors, le télescope spatial James Webb, c'est la nouvelle mission spatiale, un nouveau télescope spatial qui a été lancé le 25 décembre dernier, qui est une mission qui représente un gros challenge à la fois pour la NASA, l'Agence spatiale américaine et l'Agence spatiale européenne, l'ESA. C'est un partenariat entre la NASA, l'ESA et l'Agence canadienne également. Donc c'est un peu un télescope qui est présenté comme le successeur du télescope spatial Hubble. C'est une mission gigantesque, c'est un télescope qui fait 6,50 m de diamètre, qui fait au total un peu plus de 6 tonnes et qui va observer essentiellement l'univers dans l'infrarouge. C'est en cela qu'il est très différent du télescope spatial Hubble, mais on va dire que c'est le futur télescope spatial dont tout le monde va entendre parler, bien sûr, très, très, très rapidement. Essentiellement, le télescope spatial de James Webb a été vraiment conçu pour observer la signature des objets extrêmement faibles dans l'univers. Donc, c'est le premier objectif. On va chercher des objets très faibles. S'ils sont très faibles, en général, c'est parce qu'ils sont très loin, hein. Donc là, je parle de galaxies qui sont très, très lointaines. Très, très lointaines, ça veut dire, puisqu'il a fallu un des milliards d'années pour que la lumière de ces objets lointains nous parvienne ou parvienne jusqu'au télescope, eh bien, ça veut dire qu'on va regarder les objets qui sont jeunes, en fait, hein, quand l'univers est dans sa jeunesse. Et donc, on va chercher essentiellement à comprendre comment est apparu ce qu'on appelle les premières lumières, comment se sont allumées les premières étoiles, comment se sont allumées les premières galaxies, comment elles se sont assemblées, comment elles ont grossi, pour ensuite donner aux galaxies leur forme que l'on voit dans l'univers plus proche. Donc, on va chercher à voir des galaxies très lointaines. Ça, c'est un objectif scientifique majeur du télescope. On va aussi chercher à regarder les exoplanètes. C'est aussi le deuxième grand objectif du télescope spatial. On va notamment essayer de comprendre la composition chimique des atmosphères des exoplanètes. Donc, on va pouvoir analyser la lumière qui provient de leurs atmosphères. On va pouvoir faire une carte d'identité chimique, ce qu'on appelle de la spectroscopie, de dériver un code-barre chimique de ces atmosphères d'exoplanètes. Donc ça, c'est le deuxième grand objectif. Et puis, il y a plein d'autres sciences dont on parle un petit peu moins, mais la morphologie des galaxies en elles-mêmes, la formation des étoiles. Le télescope spatial James Webb, c'est un télescope infrarouge qui est sensible à la lumière des étoiles, mais surtout à la lumière, aux signatures thermiques de l'univers beaucoup plus froid que ce que voyait Hubble, puisque les photons infrarouges ont une énergie moindre que les photons ultraviolets ou visibles qu'émettent les étoiles. Donc, c'est un télescope qui est aussi sensible à l'émission de la poussière interstellaire, et cette poussière est au cœur des processus de formation des étoiles et de structuration du milieu interstellaire. Toutes les belles images de nébuleuses que l'on a vues avec le télescope Hubble, eh bien, on va les voir de manière complètement complémentaire en infrarouge avec James Webb. Oui, alors effectivement, en fait, un des objectifs de James Webb, hein, avec ce grand miroir, en fait, hein, c'est d'avoir une qualité d'image extrêmement, extrêmement bonne, extrêmement fine. Et donc, James Webb, oui, va produire des images qui vont être absolument spectaculaires. En proche infrarouge, notamment les images de la caméra NIRCam, auront une résolution. On verra plus de détails que ce qu'on voyait avec Hubble. Donc, on s'attend déjà à voir des images spectaculaires en comparaison avec Hubble. Et en fait, le télescope est tellement grand et a une telle qualité d'image
que même à grande longueur d'onde, même autour de 5 microns, en fait, le télescope est en compétition à une qualité d'image comparable qui peut être comparée avec Hubble. Alors ça, c'est absolument fantastique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le piqué d'image d'un télescope est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Alors c'est un peu compliqué, mais en fait, plus on va dans l'infrarouge, plus on voit des choses floues pour un diamètre fixé. Donc en fait, c'est absolument incroyable de savoir qu'autour de 5 microns dans l'infrarouge moyen, eh bien, on aura une qualité d'image qui va être comparable avec Hubble. Donc oui, le télescope, les images qu'on attend le 12 juillet, je pense, seront absolument spectaculaires. La résolution spatiale de James Webb, pour vous donner une idée, en fait, hein, ça permet à peu près de distinguer deux pièces de 1 € ou les détails sur une pièce de 2 € à la distance de la Lune depuis la Terre. Donc c'est absolument incroyable. Donc effectivement, on va avoir en imagerie en tout cas des images qui ont un piqué phénoménal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on observe des objets comme Jupiter, qui sont extrêmement brillants, eh bien, il peut y avoir des problèmes de saturation. Donc, en fait, on va surtout observer les planètes en spectroscopie, où on va faire de l'imagerie en différentes bandes de longueur d'onde. Donc, en fait, on récupère moins de flux sur une image parce qu'on filtre, on filtre cette image par intervalle de longueur d'onde. Donc, on récupère moins de flux. Mais la propriété, la caractéristique des détecteurs infrarouges de James Webb, c'est qu'ils sont à la fois capables d'observer des objets très, très brillants, et on est en train de tester ça en ce moment dans la phase de mise en service. On est en même temps capable de détecter des objets très brillants et très faibles. Ça veut dire que la plage dynamique, le contraste que l'on peut observer avec ces détecteurs est bien meilleur que ce que l'on faisait il y a 20 ans avec le prédécesseur de James Webb, qui était le télescope spatial Spitzer, qui avait une plage de dynamique, une plage de contraste observable bien moindre. Donc les détecteurs ont fait beaucoup de progrès. C'est ce qui permet d'observer à la fois des objets très fins et des objets très, très brillants. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir des images résolues, c'est-à-dire avec des détails comme on peut en avoir sur nos planètes du système solaire. Mais oui, on va pouvoir observer, de faire de l'imagerie directe d'exoplanètes avec James Webb. Alors ça, c'est une technique complètement, très particulière. C'est pas une technique nouvelle, hein, c'est une technique qui a déjà été employée sur d'autres télescopes, comme Hubble, par exemple. C'est ce qu'on appelle la coronographie. Alors, en fait, cette technique consiste à atténuer la lumière de l'étoile autour de laquelle orbite la planète. Hein, si on fait une image directement d'une étoile brillante, eh bien, cette étoile est tellement brillante qu'elle éblouit complètement les planètes autour, et on n'est pas capable de les détecter. Donc, il faut un dispositif spécial qu'on appelle un coronographe, sur lequel on va centrer l'étoile très précisément. Et ce dispositif va atténuer la lumière de cette étoile pour eh bien, obtenir un contraste bien meilleur et pour pouvoir voir directement là où les exoplanètes qui sont en orbite autour de cette étoile. Alors, par exemple, les instruments NIRCam, la caméra NIRCam et la caméra MIRI, embarquent chacune des coronographes qui vont permettre de faire des images dans plusieurs bandes de longueur d'onde, autour de 10 à 15 microns pour MIRI, par exemple. Donc, on va avoir des images d'exoplanètes dans plusieurs bandes de longueur d'onde. Donc ça permet d'étudier, par exemple, leur température, leurs propriétés. Voilà. Non, ça permet de faire des études précises sur ces exoplanètes. Oui, alors ces micrométéorites, hein, on s'attendait à voir des impacts. Effectivement, ça a été quantifié et étudié en détail, hein, pour la qualité de l'image. Quand vous avez une micrométéorite en fait, qui impacte le miroir, eh bien, ça déforme légèrement
la surface, ça abîme un petit peu le revêtement, en fait, et puis ça peut faire légèrement bouger, tilter le segment qui a été impacté. Alors ça a une conséquence sur la planéité globale de la surface du miroir, et donc ça affecte la qualité de l'image. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que même avec cet impact de cette micrométéorite qui était un petit peu plus grosse que les autres, eh bien on a des images qui sont quand même qui seront quand même tout à fait exceptionnelles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'ordre du pourcent sur la qualité des images, sur les mesures précises que l'on fait sur les images. Donc, ce sera complètement invisible à l'œil nu. C'est quand on fait vraiment une mesure précise que l'on est capable de quantifier cet effet. Alors, à long terme, effectivement, on s'attend à ce que la qualité des miroirs soit dégradée, mais les estimations ont été faites pour garder une qualité d'image qui reste exceptionnelle pendant 10 à 15 ans. Mais ça a un effet à long terme. Et en fait, le télescope James Webb et la caméra NIRCam en fait monitorent, surveillent la qualité de surface de ces miroirs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces miroirs, on peut les ajuster. On peut notamment modifier légèrement leur rayon de courbure, hein, leur position, leur tilt. Donc, on peut ajuster et on peut, entre guillemets, corriger un petit peu ces effets. On ne peut pas complètement réparer les choses, mais en fait, on corrige et on atténue les effets de ces micrométéorites. Hein, alors, par contre, ce sont des événements qui sont très rares. Effectivement, c'est pas de chance que ce soit arrivé quelques mois après le lancement, mais on s'attendait à ce que ça se produise. Hein. C'est comme quand vous êtes dans la rue, vous avez moins de probabilité de croiser une personne de 2,10 m qu'une personne qui fait 1,70 m, mais vous pouvez la croiser demain ou dans 6 mois. Donc là, ce n'est pas de chance, c'est arrivé tout de suite, mais on s'attend à ce que ces événements soient rares. On peut se demander, hein, le télescope a été lancé le 25 décembre dernier, et là, on attend les premières images 6 mois après, donc effectivement, c'est très long. C'est une durée, cette durée, ce qu'on appelle de mise en service. Alors déjà, il a fallu presque un mois pour arriver à son point de stationnement, entre guillemets, où le télescope va faire des observations. Et puis ensuite, comme on travaille dans l'infrarouge, eh bien, il fallait que les instruments et les miroirs se refroidissent. Hein. L'infrarouge, c'est ce qui encode l'information thermique, la chaleur des corps. Et si les miroirs sont trop chauds ou si les instruments sont trop chauds, eh bien, on est complètement aveuglé par la chaleur elle-même du télescope. On n'est pas capable de voir des objets qui sont très fins, très faibles, pardon, dans l'univers. Donc, il fallait en fait plusieurs mois avant que les instruments se refroidissent déjà. Et puis ensuite, il a fallu vérifier la performance. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est ce qu'on appelle la phase de commissioning, de mise en route et de vérification des performances. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et il faut savoir que ça représente en fait enfin 10-15 ans de préparation. Ça fait 10-15 ans que l'on prépare cette phase, que l'on anticipe ce qu'on va voir, que l'on met au point des tests pour vérifier les performances. Et en ce moment, on a des données qui arrivent tous les jours et on vérifie ces performances et on analyse et on refait des tests, etc. Donc ça, c'est pour donner à la communauté scientifique et donner aux astronomes qui vont utiliser ce télescope eh bien, les performances et leur dire voilà ce que vous pouvez faire avec le télescope, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Et ça prend autant de temps avec James Webb parce qu'il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de modes d'observation. On fait de l'imagerie, de la spectroscopie, de la coronographie des exoplanètes. Donc, voilà, tout ça, ça multiplie la complexité de cette mise en service.